Le camion de Clem Marot roulait dans l'allée de gravier. La poussière s'élevait derrière les pneus usés comme un nuage brun qui le suivait vers la ferme. 1 an. Cela faisait 1 an qu'il n'avait pas vu sa fille. Et ce constat lui pesait comme une pierre. La ferme devant lui avait la même peinture blanche qui s'écaillait sur les bords comme une vieille peau. Le porche s'affaissait d'un côté, là où les fondations s'étaient affaissées. Mais quelque chose clochait. L'air lui-même semblait différent, plus lourd, comme ces instants qui précèdent un orage, quand même les oiseaux se taisent. Il n'arrivait pas encore à mettre le doigt dessus, mais 40 ans de chantier lui avaient appris à se fier à son instinct pour les structures fragiles. Il coupa le moteur et resta assis un instant, les mains toujours agrippées au volant comme des ancres. Il avait 59 ans et les articulations déjà gonflées par l'arthrite due à des décennies de travail de la tôle. Chaque articulation témoignait des milliers d'heures passées à plier l'acier à sa volonté. Les coupures et les brûlures sur ses doigts racontaient tous les petits boulots qu'il avait acceptés pour subvenir à ses besoins après la mort de sa femme. Le travail à l'usine, les heures supplémentaires, les projets du week-end payés au noir. Tout cela pour s'assurer qu'Anne ait ce dont elle avait besoin pour l'université, pour son mariage, pour la vie qu'il avait voulu lui offrir. L'ironie ne lui échappait pas. Il s'était tué au travail pour subvenir aux besoins de sa fille, pour finalement la voir disparaître dans un mariage qui semblait la tuer à petit feu. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'atteigne les marches du porche. Papa, Anne se précipita vers lui, mais son sourire semblait figé. Trop brillant, trop rapide. Elle entoura son cou de ses bras et il surprit le léger murmure lorsqu'il la serra dans ses bras. « Salut, ma puce. » Sa voix était plus rauque que prévu. Elle s'écarta brusquement et recula vers la maison. C'est alors qu'il la vit. La légère marque jaune-vert sous sa pommette gauche, en grande partie dissimulée par le maquillage, mais pas tout à fait suffisamment. Entrez. Grady est à l'intérieur. Ramona préparait le café. Clem la suivit par la porte d'entrée, ses bottes de travail pesant lourdement sur le parquet. La maison sentait le produit d'entretien et une autre odeur, la peur. Peut-être avait-il appris à reconnaître cette odeur lors de ses missions au Vietnam. L'odeur âcre d'adrénaline et de panique contenue qui flottait dans l'air quand les gens vivaient sous la menace constante. C'était la même odeur qui s'accrochait au bunker après les attaques de mortier. Quand tout le monde attendait la prochaine salve. Le salon était impeccable. Chaque surface était polie à la perfection, chaque magazine parfaitement aligné sur la table basse. C'était le genre de propreté qui venait de l'obsession plutôt que du confort. L'ordre désespéré de quelqu'un qui savait qu'il serait puni pour la moindre imperfection. Grady Bryce se tenait dans le salon. Du haut de ses 2 mètres, il emplissait l'espace comme s'il possédait tout ce qu'il contenait, ce qui, selon la loi, était probablement le cas. L'homme avait ce sourire facile que les entraîneurs arboraient devant les parents et les conseils d'administration. Le charme d'entraînement qu'il avait probablement tiré d'affaire toute sa vie. Mais son regard restait froid, plat et calculateur comme celui d'un requin. Il portait un pantalon kaki et un polo avec le logo de l'école. L'image même d'un éducateur respectable et d'un leader communautaire. « Clem, content de te revoir, mon vieux. » Grady s'avança, la main tendue, un geste agressif et amical. Clem la serra une fois, vivement et fermement, remarquant que la prise de Grady s'attardait un instant de trop, testant sa faiblesse. Aucune chaleur, juste la démonstration de domination d'un homme qui avait besoin de remporter chaque interaction. « Grady, comment va le métier de tôleur ? » « Je plie toujours l'acier pour gagner ma vie. » La question portait une subtile condescendance, le ton de quelqu'un qui rabaisse le travail manuel, qui paie toujours les factures. Du bon travail honnête. Même si ce n'est pas pour tout le monde. Le sourire de Grady ne faiblissait pas, mais l'insulte était claire. Ramona Bryce sortit de la cuisine, une tasse de café à la main comme une arme qu'elle envisageait d'utiliser. Un truc des années 70, tranchant comme une lame. Ses cheveux gris tirés en arrière, suffisamment serrés pour étirer son visage en une expression permanente de désapprobation, elle se déplaçait avec la précision minutieuse de quelqu'un qui, depuis des décennies, contrôle chaque aspect de son environnement, y compris les gens qui y vivent. Elle regardait Clem comme s'il était un objet qu'elle aurait gratté de sa chaussure, une intrusion indésirable dans son monde parfaitement ordonné. « Clem, qu'est-ce qui t'amène ?» Sa voix portait cette fausse politesse que les femmes du Sud utilisent comme un couteau. Douce en apparence, mais tranchante en profondeur. « Je rends visite à ma fille. » Aux dernières nouvelles, c'était encore autorisé. Il garda un ton neutre, mais le message était clair.
Il ne fut pas intimidé par sa désapprobation, au point que la bouche de Ramona se crispa en un mince trait. Le genre d'expression qui avait probablement terrorisé les enfants du catéchisme pendant des décennies. Bien sûr, la famille est importante. Les mots sortirent comme si elle mâchait quelque chose d'amer. Anne s'affairait à ranger des magazines sur la table basse. Ses mouvements étaient rapides et nerveux, comme un oiseau qui se sait observé par des prédateurs. Chaque geste était prudent, s'exerçant au comportement de quelqu'un qui avait appris que la moindre erreur serait remarquée et punie. « Assieds-toi, papa. Je vais te chercher du café. » Sa voix était douce, presque chuchotée, comme si parler trop fort risquait de déclencher quelque chose de désagréable. Tandis qu'Anne se dirigeait vers la cuisine, Clem remarqua sa prudence, comme si tout lui faisait mal, comme si elle marchait sur du verre brisé. Lorsqu'elle se tourna pour lui demander comment il voulait son café, il revit le bleu, plus net cette fois. Le maquillage ne parvenait pas à cacher la légère tuméfaction de sa joue ni la façon dont elle privilégiait inconsciemment ce côté du visage. « Elle frappe toujours à ses affaires, » dit Grady, suivant le regard de Clem avec l'aisance éprouvée de quelqu'un qui avait déjà menti à maintes reprises. Son ton était désinvolte, presque amusé, comme s'il parlait d'un animal maladroit. Elle n'arrive pas à garder l'équilibre. Hier encore, elle a foncé droit dans la porte de la salle de bain. N'est-ce pas, chérie? Cette tendresse dégoulinait d'une fausse affection, une parodie d'intimité qui donna la chair de poule à Clem. Anne se figea devant la porte de la cuisine. Sa main se porta machinalement à ça. Joue avant qu'elle ne se rattrape. Je suis parfois maladroite. Les mots étaient sortis d'un ton plat, répété. Clem avait entendu assez de mensonges dans sa vie pour en reconnaître un. Tu devrais peut-être te faire examiner, dit-il. Oh, ce n'est rien, vraiment. Ramona s'installa dans son fauteuil en reniflant. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour tenir une maison. Il faut un certain type de femme pour gérer un foyer convenable. Les épaules d'Anne se crispèrent, mais elle disparut dans la cuisine sans un mot. Clem la regarda partir, la mâchoire serrée si fort qu'il avait mal aux dents. Elle fait de son mieux, dit Grady en se laissant aller sur le canapé comme s'il tenait une cour. Mais tu sais comme les femmes peuvent être émotives, dispersées. Heureusement qu'elle nous a pour la maintenir sur ses deux oreilles. Clem n'avait pas confiance en lui pour parler. Il avait bâti sa carrière sur la maîtrise de son tempérament, la mesure à 2, la coupe à 1. Mais assis dans cette pièce, à regarder sa fille tressaillir, sourire et s'excuser d'exister, il dut tout faire pour ne pas tendre la main par-dessus la table basse et serrer la gorge de Grady. Anne revint avec du café dans une tasse ébréchée. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle la reposa. « Merci, ma puce. » Ils échangèrent encore 20 minutes. Grady parla de son équipe de basket, de leur départ pour les régionales. Ramona se plaignit du chien du voisin. Anne ne dit presque rien, restant assis, les mains jointes sur ses genoux, comme un enfant attendant la permission de parler. Quand Clem se leva enfin pour partir, Anne le raccompagna jusqu'au camion. « Content de te revoir, papa. » Elle le serra de nouveau dans ses bras, plus fort cette fois. Son visage se pressa contre son épaule, et il la sentit glisser quelque chose dans la poche de sa veste. Rapide et fluide, comme s'il s'y était habitué. « Prends soin de toi, dit-il dans ses cheveux. Je le ferai. » Mais lorsqu'elle se recula, ses yeux étaient humides. Clem parcourut 5 kilomètres avant de s'arrêter. Les mains tremblantes, il fouilla dans sa poche et déplia le petit bout de papier. 4 mots écrits de l'écriture soignée de sa fille. « Aide-moi, papa. » Il resta assis là un long moment, fixant ces 4 mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis il plia soigneusement le mot et le glissa dans son portefeuille, juste derrière la photo de sa défunte épouse. Ça allait être la guerre. Clem ne dormit pas de la nuit. Il était assis à la table de sa cuisine avec une tasse de café refroidi depuis des heures, les yeux fixés sur le mot étalé sous le cercle de lumière jaune de la vieille lampe que sa femme avait achetée à un vide-grenier 20 ans plus tôt. Des mots qui changeaient tout, écrits de l'écriture soignée dont il se souvenait, celle des cartes d'anniversaire et des devoirs. La cuisine autour de lui était épurée, fonctionnelle, un espace de travail avec des meubles et des appareils électroménagers dépareillés qui avaient connu des décennies meilleures. Mais elle était authentique, contrairement à la façade impeccable de la ferme où sa fille était coincée. Ici, chaque meuble avait été gagné à la sueur de son front et au prix d'heures supplémentaires, payé avec un argent qui représentait un vrai travail et de véritables sacrifices. Au matin, il avait un plan. Pas le genre de plan qui impliquait des coups de poing ou des menaces.
Il en avait suffisamment appris sur la politique des petites villes au cours de ses 40 années dans ce comté pour savoir que cela ne marcherait pas. Les hommes comme Grady bénéficiaient d'une protection, de relations profondément ancrées dans la communauté comme des racines dans le sol. La famille Bryce était ancrée dans ce comté depuis 4 générations. Grady entraînait la moitié des enfants de la ville, fréquentait la bonne église, siégeait au bon comité. Ramona siégeait au conseil paroissial et à l'auxiliaire de l'hôpital. Il était impliqué dans toutes les organisations sociales importantes. Ils avaient des relations, une réputation, de l'argent. Mais Clem avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il avait du temps, de la patience et 40 ans d'expérience à résoudre des problèmes apparemment insolubles. Dans son métier, on apprenait que les problèmes les plus complexes avaient généralement des solutions simples. Il suffisait d'être assez intelligent pour les trouver et assez obstiné pour les mener à bien. Son premier arrêt fut un hôpital. Carla Boone travaillait de jour aux urgences. Depuis 15 ans. Elle et Anne ont grandi ensemble comme des voleurs jusqu'à ce qu'Anne épouse Grady et cesse de venir. Au lycée, ils étaient inséparables, passant des nuits blanches à parler de garçons, de rêves et de tous les endroits où ils iraient une fois qu'ils auraient enfin quitté leur petite ville. Carlo était divorcé, vivait seul avec 2 chats dans un duplex près de l'hôpital et n'avait jamais beaucoup apprécié la famille Bryce. Quelque chose dans leur façon de se comporter, comme s'ils possédaient l'air que les autres respirent. Clem la trouva dans la salle de repos en train de manger un sandwich qui semblait sortir d'un distributeur automatique. Les néons donnaient un air nauséabond, et l'odeur de désinfectant ne cachait pas l'odeur latente de souffrance humaine qui imprégnait chaque recoin de l'hôpital. Chloro, ça fait longtemps. Elle leva les yeux de son sandwich, surprise, mais pas désagréable. Carla, il s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table. Ses doigts étaient tachés de copeaux de métal et d'huile de moteur. Les marques indélébiles d'un homme qui travaillait de ses mains. J'ai besoin de vous poser une question au sujet d'Anne. L'expression de Carla changea, se fit plus réservée. Elle était infirmière depuis assez longtemps pour reconnaître le regard d'un père qui soupçonnait le pire concernant la situation de sa fille. Et elle? Combien de fois est-elle venue ici? Aux urgences. Vous savez que je ne peux pas. Elle déclencha la réponse automatique. Celle qu'il forme à tout le personnel médical sur la confidentialité des patients. Je suis son père. Carla le fixa un long moment, pesant ses obligations légales et ses obligations morales. Le silence s'étendit entre eux, empli des bruits lointains de l'activité hospitalière, des bips des moniteurs, des crépitements des interphones, du léger grincement des chaussures des infirmières sur le sol en linoléum. Finalement, elle posa son sandwich et se pencha en avant. Officiellement, je ne peux rien vous dire. Les lois sur la confidentialité des patients existent pour de bonnes raisons, et je pourrais perdre mon emploi. Elle marqua une pause, jetant un regard officieux autour de la salle de repos vide. Trop de fois. Toujours la même histoire. Tomber dans les escaliers, heurté par une porte, glisser sous la douche. Le classique de la femme accidentée. Si vous croyez à ce genre de choses, n'est-ce pas? Je suis infirmière depuis 20 ans. Clem, j'ai vu suffisamment de cas de violence conjugale pour reconnaître les schémas, les blessures, les excuses, la façon dont ils sursautent quand quelqu'un va trop vite. Elle secoua la tête, la colère s'insinuant dans sa voix. Je sais faire la différence entre un accident et quelqu'un qui utilise quelqu'un comme un punching ball. Quel genre de blessure? Carla hésita, puis sembla prendre une décision. Le genre qu'on ne voit pas quand elle est habillée pour aller à l'église le dimanche matin. Des côtes meurtries qu'elle prétend provenir d'une chute d'une échelle. Des entorses au poignet qui auraient eu lieu en trébuchant sur le chien. Cette lèvre fendue du mois dernier qui a nécessité 3 points de suture disait qu'elle l'avait mordu en éternuant trop fort. Sa voix exprimait la frustration amère de quelqu'un qui en avait trop vu et n'avait pas pu faire grand-chose. Toujours quelque part où il ne ternira pas le nom de la famille ni n'entravera la carrière d'entraîneur de Grady. Clem sentit la colère lui brûler la poitrine, mais il garda une voix calme. Quelqu'un d'autre est au courant? Le docteur Patel soupçonne. La plupart des infirmières aussi, mais soupçonner et prouver sont 2 choses différentes. Et Grady Bryce, Carla haussa les épaules. Il a beaucoup d'amis dans cette ville. Que faudrait-il pour le prouver? Des preuves, des documents, quelqu'un prêt à témoigner. Elle croisa son regard. Quelqu'un prêt à risquer de se faire des ennemis parmi des gens très puissants. Clem hocha la tête et se leva. Merci, Clem. La voix de Carla l'arrêta à la porte.
Si tu envisages de l'aider, sois prudent. Les hommes comme Grady ne lâchent pas facilement leurs jouets. Son prochain arrêt fut le cabinet d'avocat L. Greer, niché entre une quincaillerie et un restaurant sur Main Street. Le bâtiment était vieux, avec des fenêtres étroites et des planchers qui craquaient sous son poids. Elle était assise derrière un bureau couvert de papier, ses lunettes de lecture sur le bout du nez. Clem ne s'attendait pas à vous voir. Besoin d'un conseil juridique? Elle désigna la chaise en face de son bureau. Ils avaient travaillé ensemble 5 ans auparavant, lorsque le voisin de Clem avait tenté de réclamer une partie de ses biens. Elle était calme, méthodique et avait la réputation de prendre des dossiers que les autres avocats refusaient. Il était également divorcé, ce qui signifiait qu'il comprenait ce que l'on ressent lorsque le système ne protège pas les personnes qui en ont le plus besoin. Quel genre de conseil? Une situation hypothétique. Une femme veut quitter son mari. Situation de violence. Quelles sont ses options? Je vais poser ses lunettes et m'adosser à sa chaise. Ça dépend de beaucoup de facteurs. A-t-elle ses propres revenus? Des biens, des enfants, pas d'enfants, pas de revenus, tout est à son nom, tout. Maison, voiture, compte bancaire, forfait téléphonique, tout. Elle siffla doucement. C'est de la violence financière en plus de tout le reste. Ça rend le départ beaucoup plus difficile. Il marqua une pause. On parle de quelqu'un en particulier? Comme je l'ai dit, c'était hypothétique, non? Bon, je ne l'ai pas cru, mais il n'a pas insisté. Hypothétiquement, une femme dans cette situation aurait besoin de preuves de violence, de rapports de police, de dossiers médicaux, de témoignages. Elle aurait aussi besoin d'un endroit sur où aller et de moyens de subvenir à ses besoins. Et une ordonnance restrictive. Difficile à obtenir sans preuve documentée. Et même dans ce cas, même s'il hausse les épaules, un bout de papier n'arrête pas un homme déterminé. Et un divorce? Elle devrait déposer une demande auprès du tribunal des affaires familiales, mais sans bien ni revenu. Elle envisagerait l'aide juridictionnelle ou une représentation bénévole. Cela pourrait prendre des mois, voire des années, à régler, surtout s'il se bat. Clem a assimilé ces informations en les classant. Hypothétiquement, combien factureriez-vous pour gérer une telle situation? Pour le bon dossier, le bon client a croisé son regard. Je serais peut-être disposé à trouver une solution. Il se comprenait. La dernière étape de DLM fut Donny Yates. Il l'a trouvée chez elle, une petite maison en bordure de la ville avec un jardin qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Donna travaillait pour les services de protection de l'enfance, mais Clem et elle avaient une histoire qui remontait à 10 ans. Sa fille Emma avait 16 ans lorsque les inondations printanières ont frappé. Elle rentrait du travail en voiture lorsque sa voiture a été emportée par les eaux dans le ruisseau Miller. Clem, qui passait par là par hasard, a vu les phares sous l'eau et l'a tirée d'affaire avant qu'elle ne se noie. Emma était maintenant à l'université, où elle étudiait pour devenir enseignante. Donna n'a jamais oublié qui a sauvé la vie de sa fille. Clem, qu'est-ce qui t'amène? Elle l'a conduit jusqu'à la véranda où ils se sont assis sur des chaises en osier avec vue sur son jardin. L'air du soir était chargé d'un parfum de rose et de chèvrefeuille. J'ai besoin d'informations sur des affaires de violence conjugale. Le sourire de Donna s'estompa. Ça concerne quelqu'un que nous connaissons? Peut-être. Elle resta silencieuse un instant, observant un colibri à sa mangeoire. Je ne peux pas discuter des affaires en cours. Je ne parle pas des affaires en cours. Je demande ce qu'il faut pour en constituer une. Documents, preuves, dossiers médicaux, rapports de police, témoignages, et la victime doit être disposée à coopérer. Elle se tourna vers lui. C'est généralement le plus dur. Les femmes victimes de violences protègent souvent leurs agresseurs. Et les abus financiers? Plus difficile à prouver, mais tout aussi dévastateur quand quelqu'un contrôle chaque dollar, chaque carte de crédit, chaque compte bancaire. C'est comme une prison sans barreaux. Combien de temps faut-il pour monter un dossier? Cela dépend de la prudence de l'agresseur. Les plus intelligents ne laissent pas de traces. Ils ne frappent pas là où ça se voit. Ils contrôlent par la peur et l'isolement plutôt que par la violence. Elle marqua une pause, mais ils finissent tous par faire des erreurs. Ils deviennent tous trop sur deux. Clem hocha la tête, emmagasinant cette information avec les autres. Clem. La voix de Donna était douce mais ferme. Si c'est bien ce que je pense, sois très, très prudent et assure-toi qu'elle a besoin d'aide avant d'essayer de lui en donner. Parfois,
essayer de sauver quelqu'un qui n'est pas prêt ne fait qu'empirer les choses. Il rentra chez lui alors que le soleil se couchait, peignant les collines du Tennessee de rouge et d'or. Son téléphone vibra une fois, un SMS d'un numéro inconnu. Il vérifie tout. Je n'ai pas le droit d'avoir d'amis. Il dit, si jamais je pars, il te ruinera. Clem fixa le message un long moment. Puis il répondit. Laisse-le essayer. Maintenant, écoute attentivement. 3 jours plus tard, Clem passa devant la ferme au coucher du soleil, peignant les collines du Tennessee de nuances rouge et or. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, il voulait juste voir les lieux, se faire une idée de leur routine, peut-être entrevoir comment ils vivaient quand il pensait que personne ne les regardait. Mais ce qu'il vit le poussa à s'arrêter et à couper le moteur. Sa tension montait comme s'il venait de courir un marathon. Anne était dans le jardin, penchée en avant, ramassant des débris tombés sur la pelouse, on ne sait où. Même à 50 mètres, il pouvait voir sa prudence. Comme si chaque mouvement lui provoquait une douleur lancinante, elle portait un t-shirt à manches longues malgré la chaleur de la soirée. Et ses gestes étaient ceux de quelqu'un qui avait appris à protéger ses côtes blessées. Ramona se tenait sur le porche, telle une gardienne de prison. Sa voix résonnait dans l'air du soir avec la clarté de quelqu'un habitué à être obéi sans poser de questions. Ce n'est pas suffisant. Regardez ce jardin. On dirait qu'une tornade l'a frappé. C'est propre, non? La voix de la vieille femme était tranchante à couper le souffle. Chaque mot était destiné à blesser. Que penseraient les voisins s'ils passaient devant et voyaient ce désordre? Anne se redressa lentement, les bras chargés de bouts de papier et de feuilles. Même sa posture trahissait la défaite. Les épaules voûtées sous le poids des critiques constantes. J'ai compris l'essentiel. L'essentiel n'est pas tout. Et maintenant, il faut ratisser à nouveau. Tout. On ne peut pas laisser les voisins penser qu'on n'entretient pas notre propriété. La voix de Ramona exhalait le mépris qu'on réserve habituellement à un objet gratté sous la semelle d'une chaussure. Je l'ai appris hier. Les mots sortirent doucement, vaincus, mais il y avait encore une trace de l'ancien esprit d'Aven. Tu te disputes avec moi. La question était tranchante comme une lame, avec ce tranchant dangereux qui promettait des conséquences. Les mots frappèrent Aven comme un coup physique. Ses épaules s'affaissèrent et le peu de combativité dans sa voix s'éteignit complètement. Non, madame. Je vais ratisser à nouveau. Fais en sorte que tu le fasses. Et quand tu auras fini, les gouttières auront besoin d'être nettoyées. Cela aurait dû être fait depuis des semaines. Une épouse digne de ce nom entretient sa maison. Chaque mot était calculé pour atténuer le souvenir d'Anne de ses échecs et de ses défauts. Clem était assis dans son camion, les mains serrées sur le volant, regardant sa fille se faire commander comme une servante. La voix de la vieille femme était pleine de mépris. Chaque mot était conçu pour couper court et atténuer son appel. Un SMS du même numéro inconnu que la fois précédente. Tu me vois? Il leva les yeux. Anne tournait le dos à la maison, vers la route. Elle ne voyait ni son camion ni où elle se tenait, mais elle savait qu'il était là. T'es répondit par SMS, je te vois. Je ne peux pas parler longtemps. Ils vont le remarquer. Clem regarda Ramona disparaître dans la maison, puis réapparaître à la fenêtre, comme si elle montait la garde. De quoi as-tu besoin? Du temps. J'essaie de suivre les événements, mais c'est difficile. Il surveille tout. Le téléphone que je t'ai donné est caché, mais je ne peux l'utiliser que lorsqu'ils dorment ou sont partis. Clem réfléchit à ça. Le téléphone à clapet était un vieux téléphone de son camion. Rien d'extraordinaire, mais il fonctionnait. Il le lui avait donné la veille. Il le lui avait glissé quand elle l'avait serré dans ses bras après leur café au restaurant. Peux-tu documenter les choses? Écris-les. Peut-être. Il y a un couvercle de ventilation mal fixé dans la chambre. Je pourrais cacher des choses là-bas. Fais-le. Écris les dates, les heures, ce qui s'est passé. Tout. Et s'il le trouve? On s'en occupera quand ça arrivera. Un long silence. Puis, papa, j'ai peur. Ces mots le frappèrent comme un coup dur. Sa fille forte et intelligente qui grimpait aux arbres et attrapait des lucioles sans jamais reculer, était terrifiée. Je sais, ma puce, mais on va arranger ça. Comment? Un pas à la fois. Crois-moi. Il la regarda ranger son téléphone et retourner ramasser les poubelles. Ramona réapparut sur le porche,
pointant du doigt un autre objet à réparer. Clem démarra son camion et s'éloigna avant de faire une bêtise. Mais il préparait déjà sa prochaine action. La guerre avait commencé 2 semaines plus tard. Clem avait rassemblé son armée d'alliés. Chacun choisi pour ses compétences spécifiques et sa volonté de combattre la façade soigneusement construite de la famille Bryce. Carla accepta de documenter chaque blessure, chaque passage suspect aux urgences. Elle prenait des notes informelles depuis des mois. Elle leur donnait les dates, les heures, les blessures et les explications de plus en plus invraisemblables qui les accompagnaient. Elle allait désormais les officialiser, créant une trace écrite que même le juge le plus sceptique serait obligé de reconnaître, tout en commençant à construire le cadre juridique d'un divorce susceptible d'aboutir. Il étudia la législation du Tennessee sur les violences conjugales, le contrôle financier et les ordonnances restrictives, cartographiant le terrain complexe du tribunal des affaires familiales comme un général planifiant une campagne. La procédure serait complexe, exigeant un timing précis et des preuves accablantes, mais réalisable si l'on s'y prenait intelligemment. Donna les guidait sur la manière de monter un dossier de protection, même sans enfant. La violence conjugale était de la violence conjugale, disait-elle. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait vu toutes les formes de cruauté humaine. L'État avait également intérêt à protéger les adultes vulnérables. Et il existait des mécanismes juridiques pour aider les femmes à échapper aux situations de violence, à condition de savoir s'y retrouver. Mais le pilier de son armée était Anne elle-même. Et elle se révélait plus forte que quiconque ne l'aurait imaginé. Elle avait commencé à tenir un journal caché derrière une grille d'aération mal fixée dans la chambre. Elle le partageait avec Grady. Chaque incident, chaque mot cruel, chaque menace. Les notes étaient courtes mais détaillées. Le 3 mars, j'ai été en colère parce que le dîner était en retard. Il m'a poussé contre le comptoir de la cuisine. Ramona a ri et m'a dit que je le méritais de ne pas avoir mieux planifié. Le 5 mars, j'ai appris mes clés de voiture et m'a dit que je n'avais besoin d'aller nulle part sans lui. Quand je lui ai demandé si j'allais faire les courses, il m'a répondu que Ramona pouvait me conduire comme une enfant. Le 8 mars, Ramona m'a traité d'éleveur inutile au petit déjeuner. J'ai hoché la tête et a dit qu'au moins, j'étais bonne à quelque chose, même si je ne sais pas faire ça correctement non plus. Le journal était accablant, mais il leur fallait plus que des mots sur une page. Il leur fallait une preuve que c'était à ce moment-là que Clem avait décidé de prendre un risque. Il s'est présenté à la ferme un samedi après-midi avec un petit sac cadeau. Grady a ouvert la porte avec son habituel sourire faux. Clem ne t'attendait pas. J'ai apporté quelque chose à Anne. Un petit cadeau de pendaison de crémaillère. Les yeux de Grady se sont légèrement rétrécis, mais il s'est écarté. Elle est dans le salon. Anne a levé les yeux en entrant et il a vu le soulagement dans ses yeux. Elle était assise sur une chaise près de la fenêtre, pliant du linge avec une précision mécanique. Dis donc, papa. Dis donc, ma petite fille. Je t'ai apporté quelque chose. Il lui tendit le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un serre-livre décoratif en forme de hibou. Le genre d'objet qu'on trouve dans n'importe quel magasin home good. Anne le souleva et passa ses doigts sur le bois sculpté. Il est magnifique. Merci. Elle pensa qu'il serait joli sur cette étagère. Il désigna l'étagère qui faisait face au coin salon principal. Un endroit idéal. Anne plaça le serre-livre sur l'étagère exactement à l'endroit indiqué. Ce qu'elle ignorait, et que personne ne savait sauf Clem, c'est que le hibou contenait une minuscule caméra sans fil, plus petite qu'une pièce de 10 cents, alimentée par une batterie qui durerait des semaines. Très jolie, dit Ramona depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Son ton suggérait qu'elle trouvait cela tout sauf joli. Même si je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de désordre. Ce n'est pas du désordre, dit Anne doucement. C'est un cadeau de mon père. Tout dans cette maison est du désordre si ça ne sert à rien, dit Grady en s'installant sur le canapé, directement dans le champ de la caméra. Mais je suppose qu'on peut trouver de la place pour une décoration inutile de plus. Clem passa 1 heure à discuter et à regarder Grady et Ramona interpréter leur version d'une famille aimante. Mais il voyait la tension sous-jacente. La façon dont Anne sursauta quand Grady haussa la voix. La façon dont les commentaires de Ramona blessèrent sa belle-fille comme de petits couteaux. Lorsqu'il partit, la chouette resta sur place à observer tout. Pendant ce temps, Anne avait commencé à collecter des enregistrements audio sur son téléphone à clapet. L'appareil était vieux mais fonctionnel, et sa longue autonomie lui permettait de l'enregistrer pendant des heures.
Elle le cachait à différents endroits de la maison, derrière des livres, sous des coussins, dans les tiroirs de la cuisine, capturant les conversations lorsque Grady et Ramona se croyaient seuls. Les enregistrements révélaient la voix aiguë et cruelle de Ramona. Elle est inutile. Grady ne sait ni cuisiner, ni nettoyer, ni même te donner des enfants. Pourquoi la gardes-tu près de moi? Réponse de Grady. Désinvolte et froide. Parce qu'elle est à moi. Je paie cette maison. Je paie sa nourriture et ses vêtements. Je possède tout ce qu'elle contient, y compris elle. Tu pourrais peut-être faire mieux. Mais la briser était trop amusant. D'ailleurs, où va-t-elle aller? Elle n'a rien sans moi. Pas d'argent, pas de travail, pas d'amis. Je m'en suis assuré. Un autre enregistrement plus tard dans la semaine. Encore Ramona. Ton père n'aurait jamais toléré ce genre d'irrespect. Une femme doit connaître sa place. Elle apprend lentement, mais elle apprend. Pas assez vite. Peut-être devrais-tu être plus ferme avec elle. Oh, je suis bien assez ferme quand il le faut. Le son des rires, froid et calculateur. Chaque enregistrement était un clou de plus dans leur cercueil. Mais Klim savait qu'il leur fallait plus. Il leur fallait quelque chose d'indéniable, quelque chose qui choquerait même le juge ou le jury le plus sceptique. Ils se sont retrouvés un mardi soir de fin mars. Anne avait préparé un rôti braisé aux légumes, l'un des plats préférés de Grady. Mais le rôti était légèrement trop cuit. Les légumes un peu trop mous. Pas mauvais, juste pas parfait. Grady en prit une bouchée et jeta sa fourchette. C'est nul. Je suis désolé. Je peux faire autre chose. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos des excuses? Sa voix montait et Anne se recroquevilla sur sa chaise. On ne s'excuse pas. On règle le problème. Je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse. La gifle fut rapide et violente, balançant la tête d'Anne sur le côté. Le bruit résonna dans la salle à manger comme un coup de feu. C'est comme ça qu'on fait, dit Grady d'une voix d'un calme mortel. Tu fermes la bouche et tu écoutes. Ramona applaudit lentement depuis son siège en bout de table. Enfin, c'est ce qu'elle obtient quand elle désobéit à un homme. Elle aurait dû faire ça il y a des mois. Anne resta figée, la main pressée contre sa joue, les larmes ruisselant sur son visage, mais elle ne prononça pas un son. Le serre-livre hibou observait tout, enregistrant chaque seconde en haute définition. Anne elle attendit minuit pour récupérer la carte mémoire de la caméra cachée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle copiait le fichier sur son téléphone à clapet, puis le téléversait sur le compte de messagerie sécurisé qu'elle avait créé. Le lendemain matin, Glenn, Lial et Carla étaient assis dans le bureau de lit à regarder la vidéo. La gifle était claire et sans équivoque. Les encouragements de Ramona étaient encore plus cruciaux. Ça y est, dit-elle doucement. C'est ce qu'il nous faut. Carla avait déjà déposé sa plainte obligatoire pour violence conjugale auprès de l'administration de l'hôpital et de la police. Le dossier médical qu'elle conservait, documentant chaque blessure suspecte, chaque explication invraisemblable, était joint comme preuve à l'appui. Donna reçut sa copie de la vidéo l'après-midi même. En fin de journée, elle avait ouvert une enquête officielle auprès des services de protection, mais il fallait agir vite. Si Grady soupçonnait qu'il montait un dossier, il risquait d'intensifier les violences ou de tenter d'isoler encore plus Anne. Elle passa la journée suivante à rédiger des documents, une demande de divorce pour violences conjugales irréconciliables, une requête en ordonnance de protection et une demande de soutien au conjoint d'urgence. Le package de preuves comprenait la vidéo, les enregistrements audio, les entrées de journal d'AN et la documentation médicale de Carla. Ils ont tout déposé jeudi matin. Le serveur de processus est arrivé à la ferme cet après-midi-là alors que Grady était à l'entraînement de basketball. Ramona a répondu à la porte, son visage devenant blanc alors qu'elle lisait l'ordonnance d'interdiction. Qu'est-ce que c'est? Document juridique, madame. Je dois également les servir à Grady Bryce. Il n'est pas là. J'attendrai. Lorsque Grady Shruk s'est arrêté dans l'allée une heure plus tard, le serveur de processus était assis sur le porche. Grady jeta un coup d'œil au papier et son visage devint rouge foncé. Qu'est-ce que c'est? Pétition de divorce et ordonnance d'interdiction. Monsieur, vous devez les lire attentivement. Il y a des dates judiciaires impliquées. Grady a scanné les documents, ses mains tremblant de rage. Où est-elle, monsieur? Selon cette ordonnance d'interdiction, vous n'êtes pas autorisé à contacter
Où est ma femme? Mais Anne était déjà partie. Pendant que les papiers étaient servis, elle était à le poste de police avec Glenn et Lial, déposant des rapports supplémentaires et organisant une escorte de la police pour récupérer ses effets personnels. Elle a emménagé dans la petite ferme de Glenn ce soir-là, transportant tout ce qu'elle possédait dans 2 valises. Grady a essayé de contrôler le récit depuis le début. Il a appelé son avocat, un avocat d'entreprise lisse spécialisé dans la protection des familles riches contre l'embarras. Il a dit à quiconque écouterait qu'Anne était mentalement instable, qu'elle avait tout inventé pour obtenir de l'argent en divorce. Elle a toujours été émotive, a-t-il déclaré au journaliste local qui a appelé à Comet. Instable. J'ai essayé d'obtenir son aide depuis des mois, mais elle a refusé le traitement. Mais Clam avait prévu cette réponse. Le lendemain des ordonnances de retenue, la vidéo de Grady Saping Anne était apparue sur les nouvelles locales. Un avocat des droits civiques de Nashville, un ami de Lyle, l'avait divulguée à 3 stations différentes. Encourager la violence. Il n'y avait aucun moyen de le faire tourner, aucun moyen de l'expliquer. L'histoire est devenue virale en quelques heures le soir. Des camionnettes de nouvelles étaient garées à l'extérieur de la ferme. L'équipe de basket-ball de Grady l'a suspendue, épinglant une enquête. Le conseil scolaire a appelé une réunion d'urgence. Mais la vraie bombe est venue lorsque les enquêteurs ont commencé à creuser les finances de la famille. Ramona volait de la haine depuis des années. La vieille femme avait forgé la signature d'Anne sur les documents d'héritage, redirigeant l'argent de la grand-mère morte d'Anne en compte contrôlé par la famille Bryce. Les dossiers bancaires ont montré un schéma de vol remontant à la journée, Anne a épousé Grady. Le procureur de district a examiné les preuves et a déposé des accusations. Batterie domestique, abus financiers, fraude et complot. Grady a été arrêté à l'école, menotté devant ses joueurs et ses collègues entraîneurs. Ramona a été arrêtée à la ferme en hurlant au sujet de la fidélité à la famille alors qu'il la mettait dans la voiture de patrouille. Le journal local a publié l'histoire en première page. L'entraîneur et mère bien-aimée inculpés dans un cas de violence domestique. Mais la vraie victoire est venue lorsque Clem a vu la réponse de la communauté. Les anciens joueurs ont parlé du comportement de contrôle de Grady, de son tempérament explosif pendant les matchs. Les parents ont rappelé des interactions inconfortables avec Grady et Ramona. Les enseignants ont parlé de la façon dont Anne s'était isolée après son mariage, comment elle avait cessé d'assister à des événements scolaires et des fonctions communautaires. La façade de la famille parfaite s'effondrait complètement. Le procès a commencé par un lundi matin froid en novembre avec un gel couvrant les marches du palais de justice et un vent qui coupe à travers les manteaux d'hiver comme s'ils étaient faits de papier. Le palais de justice était des journalistes emballés avec leurs caméras et bloc-notes. Des membres de la communauté qui avaient suivi l'histoire dans le journal local, d'anciens étudiants et des joueurs qui voulaient voir comment l'histoire de leur entraîneur bien-aimé se terminerait. L'atmosphère était électrique avec anticipation, le type d'énergie qui construit autour des scandales de petites villes qui brisent soigneusement les illusions. Clem s'est assis dans la 2e rangée derrière la table du procureur, portant le seul costume qu'il possédait, un bleu foncé qu'il avait acheté pour les funérailles de sa femme et n'avait pas porté depuis. Anne s'assit à côté de lui dans une simple robe grise, ses mains plissées sur ses genoux, l'air plus calme qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Les mois de préparation lui avaient rendu quelque chose, et non sur l'innocence, qui avait disparu pour toujours, mais une force calme qui lui rappelait sa mère. Bien qu'il passait des mois à se préparer à ce moment, il avait organisé les preuves en un récit convaincant qui a peint une image claire de l'abus et du contrôle systématique. Le cas de l'accusation a été construit comme une maison. Chaque élément de preuve une pierre de fondation soutenant le prochain niveau de preuve. L'accusation a présenté leur cas en premier, construisant méthodiquement leur argument pièce par pièce. Les preuves vidéo ont été jouées pour le jury, Grady, frappant à Ramona applaudissant la violence comme si c'était une performance qu'elle attendait des années à voir. Plusieurs jurés tressaillirent visiblement lorsque le son de la gifle résonnait dans la salle d'audience. Et une femme plus âgée a pressé sa main vers sa bouche sous le choc. Carla a témoigné sur les dossiers médicaux, les blessures suspectes, le modèle d'accident qui était tout sauf accidentel. En 20 ans en tant qu'infirmière, a-t-elle dit, sa voix stable et claire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi accident qui n'était pas vraiment blessé par quelqu'un d'autre. Donna a témoigné sur les aspects psychologiques de la violence domestique, expliquant comment le contrôle financier pourrait être tout aussi dévastateur que la violence physique. Lorsque quelqu'un contrôle chaque dollar, chaque décision, chaque lien avec le monde extérieur, elle a dit qu'il n'avait pas besoin d'utiliser la violence chaque jour. La menace est toujours là. Mais le témoignage le plus puissant est venu de Anne elle-même.
Elle a pris le stand avec une simple robe bleue, ses cheveux reculés, pas de maquillage pour cacher les cicatrices légères qui sont restées des années d'accident. Lorsque je lui ai demandé de décrire son mariage, elle a parlé d'une voix calme et claire qui se rendait à tous les coins de la salle d'audience. Il m'a dit que je ne valais rien le soir de notre mariée, a-t-elle dit. J'ai dit que j'avais de la chance qu'il m'ait épousée parce que personne d'autre ne voulait de moi. Cela a empiré à partir de là. Elle a lu son journal décrivant l'incident après un incident de maltraitance, de contrôle et de dégradation. Le jury a écouté dans un silence stupéfait. Lorsque l'avocat de Grady l'a contre-interrogé, il a essayé de briser son sang-froid. N'est-il pas vrai que vous avez toujours été émotionnellement instable? Non. N'est-il pas vrai que vous avez fait tout cela pour obtenir de l'argent en divorce? Non. Alors pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Anne a regardé directement le jury parce qu'il m'a convaincu que je n'avais nulle part où aller. Pas d'argent, pas de travail, pas d'amis. Il avait raison sur la plupart de cela jusqu'à ce que mon père m'a aidé à réaliser que je valais la peine d'être sauvé. Le cas de la défense était faible. L'avocat de Grady a tenté de le peindre en tant qu'entraîneur dévoué et chef de la communauté qui a fait une seule erreur dans un moment de stress, mais les preuves étaient écrasantes. Lorsque Grady lui-même a pris position, il a tenu le script que son avocat avait préparé. Anne était mentalement instable. La vidéo a montré un incident isolé sorti de son contexte. Il essayait de l'aider depuis des années, mais le contre-interrogatoire de elle le détruisait. Monsieur Bryce, vous avez déclaré que votre femme était mentalement instable. Est-ce correct? Oui. Alors pourquoi vous avez-vous caché ces informations financières? Pourquoi son nom a-t-il été retiré des comptes bancaires, des cartes de crédit, même un titre de sa propre voiture? Je la protégeais. Elle n'était pas capable de gérer de l'argent. Mais selon ses dossiers d'emploi, elle a géré les livres pour une petite entreprise pendant 3 ans avant de la marier. Pas de problème, pas de plainte. Qu'est-ce qui a changé? Grady a tâtonné pour une réponse. Le mariage change les gens. Où avez-vous changé sa situation? Alors qu'il a tenu une pile de documents. Les dossiers bancaires montrent que dans les 6 mois suivant votre mariage, chaque compte avec son nom a été fermé ou transféré à votre contrôle de l'âme. Son titre de voiture a été changé. Ses cartes de crédit ont été annulées. Même son plan de téléphone portable a été transféré à votre nom. Ce n'est pas protéger quelqu'un, Monsieur Bryce. C'est les contrôler. J'étais son mari. C'était ma responsabilité. Votre responsabilité de l'isoler de toutes les sources d'indépendance. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Expliquez ensuite cela. Elle a joué l'un des enregistrements audio. La voix de Grady dit, « Je possède ce qu'il y a, y compris elle. » Le visage du jury est durci. Ces mots ont été sortis de leur contexte, a déclaré Grady, mais sa confiance a été ébranlée. Quel contexte rend acceptable de désigner votre femme comme une propriété que vous possédez? Grady ne pouvait pas répondre. Lorsque Ramona a pris position, elle était provocante. Oui, elle a discipliné sa belle-fille. Oui, elle a géré les finances familiales. Oui, elle avait encouragé son fils à être ferme avec sa femme. Une femme a besoin de connaître sa place, a-t-elle dit, en regardant le procureur. Les femmes modernes ne comprennent pas le respect. Et le respect de ce que vous appelez voler 23 000 $ dans des fonds de succession qui appartenaient à votre belle-fille. Cet argent était de l'argent de la famille. Elle était de la famille. Mais vous ne lui avez pas parlé de l'héritage, n'est-ce pas? Vous avez forgé sa signature et déposé l'argent des comptes auxquels elle ne pouvait pas accéder. Je protégeais les intérêts de la famille. À qui les intérêts? Parce qu'il semble que vous protégiez vos propres intérêts à ses frais. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Grady a été condamné à 4 ans de prison d'État. Ramona a reçu 18 mois et une condamnation pour fraude criminelle qui la suivrait pour le reste de sa vie. Alors que les phrases étaient lues, Glenn regardait le visage de sa fille. Pas de larmes, pas de célébration, juste une force calme qui lui rappelait sa mère. En dehors du palais de justice, les journalistes ont crié des questions. Anne les a tous ignorés, marchant vers le camion de CLM, la tête haute. « Comment vous sentez-vous » Un journaliste a appelé. Anne s'arrêta et se retourna. « Je me sens libre. » L'affaire civile était plus facile. Avec des condamnations pénales en main,
elle a déposé une demande de restitution et de reprise d'actifs. Le tribunal a attribué à Anne la ferme, les 2 véhicules, et un accès complet à tous les comptes qui avaient autrefois été en son nom. Elle aurait pu garder la maison. Il valait près de 200 000 $, entièrement payé avec de bonnes terres et une base solide. Mais elle n'en voulait pas. Trop de mauvais souvenirs, a-t-elle dit à Glenn alors qu'il se tenait dans le salon vide. J'ai besoin de quelque chose qui est à moi depuis le début. Elle a vendu la maison en un mois et a utilisé l'argent pour acheter un petit bâtiment sur la rue Main, à 3 pâtés de maison du bureau de L. Le propriétaire précédent avait dirigé un magasin de fleurs, mais l'espace était parfait pour ce qu'Anne avait en tête. Elle l'a transformé en un studio en céramique, pas n'importe quel studio, un endroit spécifiquement pour les femmes se remettant d'un traumatisme domestique. Elle s'est associée à Carla, qui a quitté l'hôpital, pour aider à gérer des groupes de soutien et à fournir un plaidoyer médical aux femmes essayant d'échapper aux relations abusives. Ils l'ont appelé Second Chance Studio. La grande ouverture a eu lieu un samedi chaud en mai avec des fleurs de printemps fleurissant dans les planteurs que Carla avait arrangés le long du trottoir. La moitié de la ville s'est présentée, dont de nombreuses personnes qui avaient témoigné lors du procès, d'anciens étudiants qui avaient trouvé le courage de parler de Grady sans paix. Les parents qui avaient été témoins de son comportement de contrôle. Des enseignants qui avaient regardé Anne disparaître dans l'isolement après un mariage. Il y avait aussi des gens que des personnes ne reconnaissaient pas, les femmes qui avaient chassé des villes voisines tirées par la couverture médiatique de la mission des studios. Certains avaient l'air nerveux, incertains, comme s'ils testaient les eaux de la possibilité. D'autres se sont portés avec la confiance tranquille des survivants qui avaient trouvé leur chemin dans l'obscurité et voulaient aider les autres à faire de même. Anne portait une simple robe jaune qui a fait ressortir l'or dans ses cheveux, et son sourire avait l'air authentique pour la première fois depuis des années. Elle s'est déplacée dans la foule avec une confiance facile, expliquant les programmes des studios, montrant les roues et les tués en poterie, décrivant les groupes de soutien qui se réuniraient dans l'arrière-salle. Je voulais créer quelque chose de beau, a-t-elle dit à la petite foule rassemblée devant le studio. Sa voix se déroulait clairement de l'autre côté de la rue, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Un endroit où les femmes peuvent se souvenir de ce que ça fait de construire au lieu de se démolir les choses. Où ils peuvent prendre quelque chose de sans forme et le façonner dans tout ce qu'ils choisissent. La métaphore n'a été perdue pour personne. L'argile et la vie pourraient être remodelées, étant donné un nouveau but, transformées en quelque chose de beau malgré sa brisée. Clem a regardé de l'arrière de la foule. Fier mais pas surpris. Sa fille avait toujours été forte. Elle a juste oublié un moment. Mais la force n'était pas quelque chose que vous avez perdu en permanence. C'était quelque chose qui pouvait être enterré, supprimé, battu. Mais jamais vraiment détruit. Comme le métal sous pression, il peut se plier, mais avec les bonnes conditions, il pourrait reprendre le dos plus fort qu'auparavant. La semaine suivante, il s'est présenté au studio avec un camion plein de bois et d'outils. Qu'est-ce que tout ça? Demanda Anne. Vous construire un banc pour la cour. La cour était un petit espace derrière le studio, planté de fleurs que Carla avait données. Anne avait parlé de mettre un coin salon là-bas, un endroit calme où les femmes pouvaient s'asseoir et penser. Glenn a passé 3 jours à construire le banc. C'étaient des planches de cèdre simples mais solides sur un cadre en fer construit pour durer des décennies. Quand il a fini, il a taillé des mots dans la latte arrière, des lettres suffisamment profondes pour lire de l'autre côté de la cour. Tu ne casses pas mon sang. C'était quelque chose que son propre père lui avait dit une fois au cours du pire de ses années de consommation après le Vietnam. Un rappel que les liens familiaux étaient plus forts que tout ce qui a essayé de les détruire. Anne l'a trouvé en train d'installer le banc un mercredi soir, travaillant à la lumière du porche arrière du studio. Elle a lu l'inscription et a commencé à pleurer les premières larmes qu'il lui avait vues depuis la fin du procès. « Papa, ta mère serait fière, a-t-il dit, ne levant pas les yeux de son travail. De nous deux. » 6 mois plus tard, la lettre est arrivée un mardi matin qui ressemblait à tout autre. Anne l'a trouvée dans sa boîte aux lettres du studio mélangée avec des factures et des dépliants promotionnels des sociétés de fourniture d'art. Son nom et son adresse écrits dans l'écriture, elle a reconnu immédiatement même si elle ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an. L'adresse de retour a confirmé ce qu'elle savait déjà dans son intestin. Grady écrivant du pénitencier de l'État. L'enveloppe était épais plusieurs pages de ce qui ressemblait à un randonnée désespéré. Le genre de manipulation déguisa en remords qu'elle avait appris à reconnaître pendant leur mariage. Ses mains ne secouaient pas alors qu'elle le tenait. Cela l'a surpris. Il y a 1 an, le simple fait de voir son écriture l'aurait envoyé dans une crise de panique.
Maintenant, elle ne ressentait qu'un vide froid. Le même sentiment qu'elle imaginait que les chirurgiens avaient lorsqu'ils ont coupé les tissus malades. Elle se dirigea vers la petite cheminée dans la pièce principale du studio, celle qu'elle et Clem avaient installée pour le confort des femmes qui avaient besoin de chaleur pendant leurs moments les plus sombres. Le feu brûlait déjà. Elle a continué la plupart du temps maintenant, un symbole de vie et de renouvellement qui semblait aider ses clients à se sentir en sécurité. Sans hésitation, elle a jeté la lettre sans ouverte. Les flammes ont immédiatement attrapé le journal, transformant les paroles de Grady en fumée et en cendres avant de pouvoir empoisonner son esprit avec tout mensonge ou menace ou fausses excuses qu'il avait écrites. Elle a regardé jusqu'à ce que chaque pièce soit consommée, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Indifférence complète à ses tentatives de la contrôler, Clem est arrivée juste au moment où les flammes mouraient, portant un sac d'épicerie qu'il avait ramassé pour elle sur son chemin. Il l'avait fait plus souvent ces derniers temps. De petits gestes de soin qui ont contribué à combler les lacunes laissées par des années d'isolement. Qu'est-ce que c'était? Il a mis l'épicerie sur le comptoir et l'a rejointe par la cheminée. Lettre de Grady de prison. Vous ne l'avez pas lu. N'avez pas besoin de le faire. Elle a remué les cendres avec un poker, s'assurant que chaque pièce était complètement brûlée. Je sais que cela dirait des menaces ou des excuses. Et je ne veux aucun des deux. Pas de curiosité. Aucun. Le mot est sorti à plat. Final. Quoi qu'il ait à dire, je l'ai déjà entendu pendant 3 ans de mariage. Il n'a rien de nouveau à offrir. Il se tenait à regarder le feu terminer son travail. Le studio se calme autour d'eux à l'exception du crépitement doux du bois brûlant. Les cours n'ont commencé qu'au soir, et Carlo était à un rendez-vous chez le médecin, alors ils avaient la place pour eux-mêmes. La lumière du soleil a traversé les fenêtres avant, mettant en évidence la poterie exposée et les images sur le mur montrant des femmes qui avaient retrouvé leur force avant et après, des photos qui racontaient des histoires de transformation plus puissantes que n'importe quel mot ne pouvait capturer. Quelqu'un m'a demandé hier si je lui pardonnerais jamais. Anne a dit finalement, sa voix réfléchie mais stable. Que leur avez-vous dit? Ce pardon est quelque chose que vous donnez aux gens qui ont fait une erreur, pas des monstres. Elle se tourna pour le regarder, ses yeux clairs et déterminés. Il savait exactement ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il me frappait, chaque fois qu'il m'isolait de mes amis, chaque fois qu'il me faisait me sentir sans valeur. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix qu'il a fait encore et encore. Clem hocha la tête, comprenant complètement. Votre mère disait quelque chose comme ça. Certaines personnes méritent des deuxièmes chances. D'autres méritent simplement des conséquences. Pensez-vous que je suis trop dur? Vous ne pardonnez pas? La question est apparue tranquillement avec juste une trace de l'ancienne incertitude qui la tourmente. Mais il y avait de la force en dessous maintenant. La confiance de quelqu'un qui avait appris à faire confiance à son propre jugement. Je pense que vous êtes exactement aussi dur que vous devez l'être, a déclaré Clem, sa voix portant le poids de la conviction absolue. Le pardon n'est pas quelque chose que vous devez aux gens qui ont essayé de vous détruire. C'est quelque chose que vous donnez lorsque vous êtes prêt. Si vous êtes prêt. Et si vous n'êtes jamais prêt, ça va aussi. Ils ont quitté le studio ensemble alors que le soleil se couchait, marchant vers le camion de clim garé sur la rue Main. La ville s'installe dans des lumières du porche du soir qui se déclenchent comme des lucioles, des familles se rassemblant pour le dîner, le rythme confortable d'une communauté qui avait résisté à sa part de tempête et en sortait plus fort. L'année dernière avait changé les choses d'une manière petite et grande. Les gens parlaient maintenant différemment de la violence domestique avec moins de honte et plus de compréhension. Le lycée avait mis en œuvre une nouvelle formation pour les entraîneurs sur la reconnaissance des signes d'abus. L'hôpital avait mis à jour ses protocoles pour documenter des blessures suspectes. Petit changement, mais important. Certaines personnes chuchotaient encore le scandale de la famille Bryce, mais les chuchotements étaient passés du scepticisme au soutien. De plus en plus de femmes avaient manifesté leurs propres histoires de contrôle des relations et de la violence émotionnelle. Le courage de l'un avait donné à beaucoup d'autres de dire leur vérité. La voix de Papa Anne a traversé ses pensées. Ouais, merci de ne pas m'abandonner. Je ne me suis jamais traversé l'esprit. Les mots sont sortis bourrus, mais l'émotion derrière eux était claire, même lorsque je ne pouvais pas demander de l'aide à haute voix, surtout alors. Il se tourna pour la regarder, voyant la force de sa femme dans son regard régulier. Parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'aide sont celles qui ne peuvent pas le dire directement.
Mais cela ne signifie pas qu'il ne demande pas à Anne-Souris le même sourire qu'elle avait eu comme une petite fille avant que le monde ne lui ait appris à avoir peur. Avant qu'elle apprenne que l'amour pourrait être une arme au lieu d'un cadeau. Je t'aime aussi. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, Clem a pensé à la note qui avait tout commencé pour des mots simples sur un morceau de papier. Aidez-moi, papa. Elle lui avait demandé silencieusement, et il l'avait entendu de toute façon. Parfois, c'était ainsi que les familles travaillaient, non pas par de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais par la compréhension silencieuse que certains liens ne pouvaient pas être brisés, peu importe ce qui a essayé de les détruire. L'amour n'était pas toujours fort. Parfois, il se présentait, faisant attention et étant disposé à combattre les batailles que d'autres ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. La guerre était terminée. Ils avaient gagné. Mais plus que cela, ils avaient prouvé quelque chose d'important. Ces choses brisées pouvaient être réparées, que des personnes perdues pouvaient être trouvées et que le bon type d'amour, patient, persistant et sans compromis, pouvait surmonter même les circonstances les plus sombres, la justice avait été rendue. La guérison avait commencé.